Alors apparemment, je suis dans la sauce. Vous savez quoi? Il y a quelques jours, j'ai partagé des photos de ma famille dans lesquelles on nous voyait joyeux, partageant un des traits de caractère de ma fille, le rire. Je tiens à dire que la majorité des commentaires sous cette publication étaient bienveillants. Idem aussi dans mes DM dans lesquels j'ai reçu près de 300 messages totalement affables. Mais dans cette marée, il y a eu quelques messages ignobles, parmi lesquels celui-ci. Alors après ces déversements de mal-être acquis, j'ai donc choisi de faire de la pédagogie, mais aussi par moments d'être incisif, car il est inadmissible de continuer à voir des créateurs de contenu ne toujours pas comprendre qu'ils ont une lourde responsabilité sur les lacunes spirituelles et morales que cette petite frange de noirs, qui pense trouver comme ça le salut dans des haines, continue en permanence de balancer dans les réseaux sociaux. Ces créateurs de contenu totalement opportunistes, connaissant les traumas qui couvent chez certaines de ces foules, s'en foutent de les éveiller par la connaissance et la déconstruction. Tout ce qui compte pour eux, c'est de faire des vues, suturer un peu de fric et se construire une influence en leur distillant de multiples haines. Et ça, c'est dangereux, car ça inflige aux prochaines générations des fiels qui ne mènent qu'au marasme. Je prends donc quelques minutes pour vous parler de ce sujet, car après ce qui m'est arrivé là, j'ai reçu énormément de témoignages d'hommes ou de femmes qui m'ont même expliqué pour certains d'entre eux qu'ils ne partagent plus les photos de leur couple ou famille pour ne plus avoir à subir la nocivité des déglingués identitaires qui pensent trouver l'apaisement en leur interpellant sur leur choix amoureux. Pour ceux d'entre vous qui sont perchés sur ces thématiques, comprenez que la pureté raciale est une folie et une hérésie. Et voir des noirs qui tiennent des propos aussi démoniaques ne les différencie pas du tout des suprémacistes blancs. Il faut juste qu'on vous donne comme ça le pouvoir et vous nous ferez le même genre de cuisine déshonorante. Comprenez aussi que le suprémacisme blanc a construit la race pour diviser l'humanité afin d'ériger un pouvoir et une influence inéquitable sur cette même humanité. Cette invention a une utilité dans nos sociétés qui fait que vous, moi et d'autres, vous pouvez en être victime. C'est pour cela qu'il faut la combattre. Mais il faut la combattre en éduquant, en déconstruisant comme je fais par exemple dans mes vidéos, mais pas en reproduisant les aspects pernicieux de ce même mal. Et je suis ravi de faire cette mise au point car ça va me permettre aussi de rappeler que faire des vidéos dans lesquelles je dénonce le racisme n'est pas du tout le racisme. Faire des vidéos dans lesquelles je déconstruis les concepts et prends position contre la réalité ignoble n'est pas de la haine ou de la division. C'est refuser de vous atteler à démanteler ce que je dis dans ces vidéos qui est le statu quo et la perpétuité dans la division. Et aux noirs qui s'adonnent à cette folie, j'aimerais dire ceci. Faire du déterminisme sur la couleur de peau est une erreur qui nous fragilise et j'espère que vous allez vous interroger sur vos paradoxes pour lesquels je vais vous donner quelques exemples maintenant. Mais avant d'y arriver, j'ai aussi envie de vous dire ceci. Je sais que c'est difficile pour un être humain englué comme ça dans ses convictions de se questionner, mais je me dois de brûler ce temps pour les plus jeunes d'entre nous qui feront cette vidéo. Vous savez, ça fait près de 20 ans de ma vie que je consulte, éprouve, milite, prends position et affirme ma négritude. Et avec certitude, je sais que certains d'entre vous découvrent à peine l'Afrique. Certains d'entre vous ne la découvrent qu'à travers des contenus Instagram. Aujourd'hui, elle est à la mode. Mais sachez que moi, je ne la portais pas fièrement comme sur vos t-shirts noirs et fiers. Je la portais dans toutes mes tripes lorsque certains d'entre vous la rejetaient même. Et d'après vous, vous pensez que vous allez nous dire qui elle mérite lorsque vous avez des attitudes aussi pathétiques? Beaucoup parmi vous ne parlent même pas des langues africaines. Moi qui vous parle, je suis le produit de l'Afrique. Je parle même le Douala qui est une langue bantoue. Mais malgré ces acquis que moi j'ai, est-ce que ça me donne le droit de dire à quiconque comment il doit être et ce qui fait de lui un bon noir? Absolument pas. J'ai donc choisi de faire cette vidéo pour tous ces anonymes harmonieux qui veulent découvrir l'Afrique, l'aimer et lui offrir tout ce dont elle aura besoin pour être éclatante. Commençons donc cette vidéo par cette observation. Dites-moi, que faisons-nous par exemple de cette parcelle de l'Afrique qui est Madagascar? Là-bas, il y a des Indo-Pakistanais, des Karanes, des Sinois, des Perses, des Arabes, des populations venues même d'Europe qu'on appelle très souvent, je crois, les Anatani, qui sont là-bas d'ailleurs depuis des siècles. On y trouve plus de 15 groupes culturels. Alors dites-moi, on les congédie de l'Afrique puisqu'il y a comme ça une détermination pure des Africains que vous nous faites dans les réseaux sociaux? Dans nos pays d'Afrique subsaharienne dans lesquels il y a entre guillemets une homogénéité raciale, puisqu'il y a majoritairement des Noirs là-bas, il n'est pas rare de voir des relations interethniques. Or,
Pour ceux qui ne savent pas, des enfants étaient rejetés lorsqu'ils se faisaient prendre dans une relation avec quelqu'un d'une autre ethnie. Mais aujourd'hui, les temps ont changé. Dans certains pays, les mutations sociales dues aux migrations des populations vers les grandes villes ou aux dynamiques sociales désormais confrontées à la modernité ont introduit les mariages interethniques. Ces nouvelles réalités ont désorganisé l'homogénéité tribale. C'est comme ça que par exemple en Côte d'Ivoire, les Sénoufos ne sont pas qu'entre eux et ça ne perturbe pas du tout la Côte d'Ivoire parce que les Bétés se marient avec des Malinqués. Et ça vaut pour beaucoup de tribus en Afrique où certaines pratiques traditionnelles ou barrières tribales s'effritent de plus en plus. Et le constat que je vous fais là est le même en Occident, où les peuples européens ne vivent plus comme il y a 50 ans, 100 ans et au-delà. La nouvelle question que je vous poserai donc est: est-ce qu'on interdit les mariages interethniques en Afrique si on s'engouffre dans votre vision étriquée axée sur l'homogénéité? Et à moins que vous ayez une image innocente de l'Afrique, sachez que le tribalisme n'est pas une lubie en Afrique. D'accord ? Autre exemple, les métis du Cap en Afrique du Sud représentent 9% de la population sud-africaine. Beaucoup d'entre vous savent-ils comment ils vivent là-bas ? Eh bien moi je vais vous le dire, ils ont un statut ambivalent qui fait qu'ils sont même plutôt rejetés par des Noirs et par des Blancs. Et ça c'est une rançon de l'apartheid. Et vous savez ce que ça a créé là-bas ? Les Noirs soupçonnent les métis d'avoir joui d'une meilleure condition qu'eux durant l'apartheid, tandis que les Blancs les rejettent car ayant une goutte de sang noir. Ensuite arrive la fin de l'apartheid, avec l'accès au pouvoir des Noirs et l'installation de la discrimination positive. Cette mesure n'a pas plus aidé les métis à trouver le salut. Ils sont au même titre que les Noirs, les laissés pour compte d'une société post-raciale en panne. Et ceux qui ne le savent pas, ils font régulièrement des marches en Afrique du Sud. Ça a donné par exemple la révolte d'Eldorado Park en 2017. Intéressez-vous par exemple au township d'Alexandra à Johannesburg pour voir comment vivent les métis. Être plus clair de peau ne les a donc pas protégés dans ce cas-ci. Le programme de discrimination positive destiné à favoriser l'emploi des non-blancs ne leur a pas plus été favorable, à tel point que certains métis n'hésitent même pas à parler de scission avec le reste du pays. C'est vous dire combien les visions stricto-raciales sont des bourbiers. Ce que je viens donc de vous résumer là de l'Afrique du Sud devrait d'ailleurs vous pousser à la réflexion sur la compréhension du racisme. C'est celui qui a le pouvoir qui mène la barque. Un autre exemple, un pays enclavé de l'Afrique de l'Est, l'Ouganda, a connu un des dictateurs les plus sanguinaires que l'Afrique a enfanté. Idi Amin Dada, il avait même plusieurs femmes qui étaient toutes noires. Si nous devons donc nous plier à vos injonctions racialistes, cet enflure serait un homme respectable car voyez-vous, il était avec des femmes noires. Jomo Kenyatta, le premier président du Kenya, avait comme seconde femme une femme blanche, Edna Clark. Durant cette relation, il était donc un mauvais noir, et dès qu'il est retourné au Kenya et épousé une femme noire, il était subitement devenu un bon noir. Vous ne le savez peut-être pas, mais son héritage est débattu dans son propre pays, dans lequel beaucoup le voient comme un dictateur, dans un pays où le clientélisme et le tribalisme dominent la vie politique. Mais comme il était avec une femme noire, c'était invariablement un bon noir. Tenez, j'étais moi-même un bon noir lorsque j'étais avec mes ex-copines noires. Le fait que j'ai des parents noirs, est-ce que ça fait de moi un bon noir pour vous ? Ceux qui ne parlent même pas une langue africaine sont-ils de mauvais noirs ? Incroyable. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. J'aime bien lire vos jugements hâtifs sans strictement rien connaître des backgrounds des gens. On est même obligé d'être dans l'absurde pour vous montrer combien vous êtes des êtres déformés et à la merci d'un monde inexistant et limitatif rongé par les labellisations et une obsession de l'homogénéité qui n'existe pas non plus du tout. Par contre, si ça peut vous rassurer, sachez que la majorité des noirs sont avec des noirs et la majorité des blancs sont avec des blancs. D'accord ? Et vous savez comment ça peut s'expliquer ? Parce qu'on crée majoritairement des rapports avec des gens qui nous entourent. La probabilité donc qu'un noir vivant en Afrique soit avec une femme noire est donc plus importante que celle d'un noir vivant en Occident. Et je ne dis évidemment pas qu'il n'y a pas des êtres embourbés dans le colorisme et la fascination maladive des blancs, parce que je vous connais déjà assez bien, mais majoritairement, on se met avec la femme ou l'homme qui nous affecte. C'est tout. En Occident, dans certains territoires, nous vivons dans des pays où les êtres humains sont multiethniques, multiraciaux, multicommunautaires, et tout ce melting pot crée automatiquement des rencontres interraciales, car de la même manière que des mots ou des expressions sont empruntés et mélangés dans la communauté nationale, la dynamique naturelle fait que les êtres humains aussi se mélangent dans un environnement totalement composite. Et ça n'a pas attendu un agenda politique pour exister. Alors si en Afrique,
dans la majorité des pays, il y avait les diversités raciales que nous avons ici en Occident, croyez-moi, les couples interraciaux y existeraient aussi. En Afrique, nous avons donc majoritairement des diversités tribales qui sont d'ailleurs de plus en plus fragmentées. Si vous allez par exemple au fond de la Russie, vous verrez des gens qui ont une homogénéité de leur phénotype. Et si vous allez au Niger, vous verrez la même chose. Mais c'est tout l'inverse, comme je vous ai dit par exemple dans l'exemple de Madagascar. Avançons maintenant dans la réflexion. En 1967, la Cour suprême américaine avait décidé que les lois interdisant les mariages interraciaux violaient la Constitution américaine. La cible ici était les lois sur l'intégrité raciale de 1924 qui condamnaient les personnes qui étaient dans des relations interraciales. Ça a donné lieu par exemple à une histoire vraie qui a été traduite au cinéma, qui est celle de Mildred et Richard Loving, une femme noire et un homme blanc qui ont tous les deux passé quand même 1 an de prison pour le simple fait de s'être mariés. Vivre leur histoire d'amour sans objection est devenue leur obsession jusqu'à entraîner la législation des mariages interraciaux en 1967. Ils se sont battus juridiquement pendant 10 ans. Rappelez-vous donc que vous faites exactement ce qu'attend cette oligarchie de vous. Si vous en avez les moyens, je suis persuadé que vous allez répéter la ségrégation légale. Et comme eux, vous oubliez que vous vivez dans des bulles de névrosés dans lesquelles il est important pour vous de figer les gens dans les carcans. Tout ce qui compte pour vous, c'est de répéter inlassablement les comportements des conservateurs et des suprémacistes vautrés dans des intentions rétrogrades et racistes. Exactement comme ceux qui nous ont enfermés dans cette imagerie détestable depuis des siècles. Alors dites-moi, quand on voit des femmes noires qui ont un phénotype avec des cheveux bien crépus qui se plaignent du métissage, tout en portant sur elles des cheveux d'européennes ou se décapant la peau pour étrangement ressembler à celle-là même qu'elles invectivent, vous ne trouvez pas que c'est symptomatique de cette schizophrénie aiguë qui progresse comme ça dans nos communautés sans qu'on ne prenne conscience qu'on est en train d'inoculer un mal dangereux à nos propres enfants? Je parle ici de ces femmes noires qui font le guet comme ça pour scruter la négritude parfaite alors qu'elles sont intégralement des kidams dissonantes. Ces femmes ou ces hommes noirs qui nous parlent d'autarcie me font d'ailleurs penser aux blancs qui se plaignent du métissage tout en consommant par exemple des courants musicaux qui n'ont absolument rien de blanc, ou qui vont voir des chirurgiens pour amplifier comme ça des traits physiques comme avoir des grosses lèvres ou des fesses bouffies, encore une connerie permettant comme ça d'objectiver les femmes noires et de les chosifier. Hier, ces occidentaux se moquaient et exposaient la Vénus autantote, mais aujourd'hui, beaucoup veulent avoir des courbes similaires aux siennes. Et dans quel monde dissonant nous vivons en fait? Vous n'avez donc rien de différent de ces bipèdes paradoxaux. On vous donnerait le paradis, vous réussirez vous aussi à en faire un enfer. Un autre de vos paradoxes consiste à crier à la dangerosité du métissage tout en étant les mêmes qui adulent Kwame Nkrumah, Jerry Rawlings, Webb Dubois, Rosa Parks, Mango Betty ou Cheikh Anta Diop. J'en oublie bien entendu d'autres. Vous ne trouvez pas qu'il y a un problème de logique, de cohérence ou d'homogénéité effarant dans vos admirations là? Kwame Nkrumah par exemple, sa femme Fatia Nkrumah était une blanche égyptienne. Elle a bravé l'autorité de sa mère pour épouser l'homme qu'elle aimait et non épouser un noir. Et le comble, c'est que certains d'entre vous se disent panafricanistes tout en tenant des propos sur le métissage abjects. Vous insultez donc des partisans du panafricanisme comme Kwame Nkrumah ou Georges Padmore. Dites-moi, vous pensez que Fatia Nkrumah ou Dorothy Pizer n'étaient pas des amis de l'Afrique? Dorothy Pizer, par exemple, elle a aidé Georges Padmore dans la rédaction de son puissant livre « Le fardeau de l'homme blanc ». Et certains d'entre vous en arrivent même à poser la question de savoir si un noir en couple avec une blanche peut combattre activement le privilège blanc. Franchement, je viens donc de vous donner l'exemple de Georges Padmore qui a écrit un livre tellement puissant qui est toujours d'actualité aujourd'hui même. Et dans ce livre, il tape sans fioriture sur l'Occident. L'ignorance crasse est donc vraiment votre problème. Et dites-moi, quand vous voyez la couverture du fardeau de l'homme blanc, vous voyez le nom d'une autre femme là, Nancy Cunard, une puissante militante qui avait comme ça des engagements politiques que beaucoup d'entre vous ne pourront jamais atteindre dans toute votre vie d'errance virtuelle. Dans les années 30, elle s'est opposée à l'impérialisme italien en Éthiopie. Elle a sorti des œuvres coup de poing qui ont créé des polémiques à chaque fois. Elle prenait tellement position qu'elle n'a même pas hésité à traiter sa propre mère de blanche raciste. Vous n'êtes même pas capable de prendre position dans les réseaux sociaux de peur que votre manager ou votre patron ne tombe sur vos publications et vous retire le peu de dignité que vous essayez de gagner. Par contre, si c'est pour emmerder des gens qui travaillent même pour votre élévation, vous êtes capable de les torpiller pour qu'ils ressemblent à l'imaginaire qui vous rend chaque jour dépendant, mais totalement dépendant de l'infamie et non de la noblesse. Tenez, Nancy Cunard,
elle a écrit un essai intitulé Black Men White Leadership qui à lui seul calmerait les ardeurs de beaucoup d'entre vous qui se nourrissent de haine sans mesurer les conséquences de tout ce que ça peut créer, comme par exemple les conflits permanents, l'isolement, les violences continuelles, les fragilisations, etc. Dans ce bouquin, Nancy Cunha s'en prend donc non seulement à sa mère, mais aussi aux sociétés occidentales avec une fureur qui impose le respect. Et comme elle était cohérente avec elle-même, elle s'attaquait au fascisme et au racisme en publiant par exemple encore un autre puissant pavé qui rend hommage à la négritude à travers les écrits des personnalités noires comme Webb Du Bois, Langston Hughes, Zora Neale Hurston ou Louis Armstrong, intitulé Negro Anthology. Dans ce bouquin, elle y parlait déjà de la colère des Noirs partout dans le monde, de leurs conditions sociales, de l'oppression des Blancs, et elle avait déjà compris l'importance de donner la parole aux concernés eux-mêmes. Et vous savez en quelle année elle a publié Negro Anthology ? En 1934. Mais comme nous sommes à l'époque de l'ignorance, de la bêtise, du refus d'apprendre et des partisaneries colorimétriques autres que la noblesse, on a des hordes de créateurs de contenu qui ont découvert une aubaine, être vus par tous les moyens, même s'ils prennent des risques en nourrissant les plus jeunes d'entre nous d'idéologies totalement dangereuses. Alors comme j'ai pas envie que cette vidéo dure des plombes, je l'ai découpée en plusieurs parties parce que croyez-moi, j'ai v'là des choses à vous dire. Alors la suivante va arriver très rapidement. Ciao.